Bienvenue à tous dans Économie Le Mac sur i24 News. Voici les titres de cette édition. Une commande d'une cinquantaine d'avions et c'est tout le visage de l'industrie aéronautique qui est peut-être sur le point de changer. Airbus vient de briser le quasi-monopole de Boeing au Japon sur fond de guerre industrielle et économique entre l'Europe et les États-Unis. Les détails et l'analyse dans un instant. Et puis une séance pédagogique en seconde partie d'édition. Nous découvrirons les méthodes originales d'un économiste irlandais. Son but, vous faire comprendre et aimer l'économie. Le nom de son procédé, la punk economy, tout un programme. Rendez-vous dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. On commence avec un point sur l'essentiel de l'actualité économique du jour. J-10 aux États-Unis avant l'impensable, le défaut de paiement de la première puissance économique mondiale. Hier, Jack Lew, le secrétaire américain au Trésor, a lancé un nouvel appel solennel aux républicains du Congrès pour qu'ils relèvent sans condition le plafond de la dette avant le 17 octobre. Après cette date, dit-il, nous ne serons plus capables d'emprunter et le Congrès joue avec le feu. Chaque jour où le gouvernement est à l'arrêt cause un réel préjudice au peuple américain. Il faut prendre du recul et regarder où nous en sommes. Les Américains se battent pour sortir de la pire récession depuis longtemps. L'économie repart et nous n'avions vraiment pas besoin de problèmes politiques à Washington. Voilà Jack Lew qui évoquait l'autre dossier brûlant pour les États-Unis, qui n'est toujours pas voté, le budget qui paralyse l'État fédéral et ses 800 000 fonctionnaires toujours au chômage technique. Alors surmonter les querelles politiques, c'est aussi le message du président Barack Obama qui refuse de négocier sur ce shutdown tant qu'il n'obtient pas la garantie des républicains que le plafond de la dette sera relevé. On l'écoute. Je n'envisage pas de payer une rançon en échange d'une reprise de l'activité gouvernementale. Et je ne vais certainement pas payer une rançon en échange du relèvement du plafond de la dette. Un arrêt du gouvernement, c'est déjà sérieux. Mais un arrêt économique causé par un défaut de paiement serait encore bien pire. Et du côté des Républicains, on lie aussi les deux problèmes, dette et budget, et on accuse le président de ne rien offrir en échange d'un accord sur la dette. John Boehner, qui préside la Chambre des représentants à majorité républicaine, appelle la Maison-Blanche à se pencher sur les raisons qui font que la dette se creuse et il rappelle que les prédécesseurs de Barack Obama avaient consenti en leur temps à un compromis sur le budget. J'étais à la Maison-Blanche l'autre soir et j'ai écouté le président m'expliquer une vingtaine de fois pourquoi il n'allait pas négocier. Il ne s'agit pas d'un jeu. Les Américains ne veulent pas que leur gouvernement soit fermé, et moi non plus. Et les États-Unis qui semblent bien loin du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique, l'APEC, qui s'est ouvert hier sur l'île de Bali en Indonésie. Barack Obama a annulé sa participation en dernière minute pour cause de shutdown. C'est John Kerry qui le remplace. Barack Obama qui manque donc les négociations autour du projet de partenariat transpacifique lancé il y a 2 ans par Washington. Un programme ambitieux qui vise à un accord de libre-échange entre 12 pays qui pèsent ensemble 40% du PIB mondial. Et parmi eux, les États-Unis donc, le Japon, l'Australie, le Canada ou encore Singapour et le Vietnam. La Chine, jusqu'ici opposée au projet, se dit aujourd'hui ouverte. Xi Jinping, on l'a vu, le président chinois, est sur place, tout comme Vladimir Poutine, le président russe, qui en a profité pour célébrer son 61e anniversaire. Et c'est dans ce contexte que la Banque mondiale a abaissé aujourd'hui ses prévisions de croissance économique pour 2013 et 2014 en Chine et dans la plupart des pays en développement d'Asie de l'Est. La Banque mondiale qui table à présent sur 7,1% pour cette année, 7,2% l'an prochain contre 7,8% et 7,6% respectivement annoncés en avril. L'institution explique ce réajustement par le ralentissement de l'activité chinoise et le recul des cours des matières premières et puis la réorientation de l'économie chinoise vers la demande intérieure au détriment des exportations influent elles aussi sensiblement sur le ralentissement de la croissance chez ses voisins d'Asie de l'Est. Allez, direction la France à présent, garantir l'avenir du système de retraite sans toucher à l'âge légal de la retraite. Pour certains, c'est à la quadrature du cercle que s'est attaqué le gouvernement. Son projet de réforme des retraites est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée par les députés. Au programme, un nouvel allongement de la durée de cotisation, mais aussi une prise en compte de la pénibilité. Et des critiques, il y en a à droite comme à gauche. Des centaines d'amendements ont déjà été déposés pour ce projet de loi qui sera défendu par Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, qui concède tout de même que les équilibres sont, je cite, difficiles à trouver.
Et on veut bien la croire. Et puis en bref, le distributeur américain de composants électroniques TTI vient d'acquérir l'israélien RayQ, spécialisé dans les solutions d'interconnexion électrique de haute qualité et qui fournit notamment les industries militaires et aérospatiales. RayQ, qui bénéficie d'un prestige mondial dans le secteur, est basé à Lod, c'est près de Tel Aviv, et a été fondé il y a 44 ans. On ne connaît pas encore les détails financiers de l'opération. TTI qui se félicite de bénéficier du savoir-faire israélien. TTI qui appartient à la célèbre société d'investissement Berkshire Hathaway, propriété du milliardaire Warren Buffett. 56 A350, dont 31 fermes pour Airbus. C'est une commande historique qui vient d'être signée avec la compagnie nippone Japan Airlines. Alors ce ne sont pas tant les chiffres, environ 7 milliards d'euros, qui expliquent la joie de l'avionneur européen, mais plutôt le symbole. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon restait la chasse gardée de l'américain Boeing. Alors pourquoi peut-on parler aujourd'hui d'un tournant? Pourquoi ces quelques dizaines de modèles commandés peuvent changer la donne? Élément de réponse avec Johanna Citruc. Peut-être le début d'une nouvelle ère pour le secteur aéronautique japonais. Airbus a officialisé une commande historique de la compagnie Japan Airlines. 31 exemplaires de l'A350 ainsi qu'une option sur 25 appareils supplémentaires. Une commande qui représente 9,5 milliards de dollars, soit près de 7 milliards d'euros. C'est la commande d'Airbus A350 la plus importante cette année, mais aussi la plus importante de la part d'une compagnie japonaise. Cela met en évidence un partenariat stratégique pour l'avenir. Une victoire pour Airbus, mais un échec pour Boeing qui monopolisait jusque-là le marché japonais. Le groupe américain profite de ses liens avec les équipementiers locaux, mais aussi des relations à la fois politiques et diplomatiques entre Washington et Tokyo. Résultat, il détient plus de 80% des parts de marché au Japon. C'est seulement 10% pour Airbus. Après son sauvetage en 2010, Japan Airlines décide de changer de cap. La compagnie ne doit plus dépendre d'un seul fournisseur. Et les déboires du Boeing 787 confirmeront cette stratégie. Après avoir accumulé des retards de livraison, le Dreamliner reste immobilisé au sol pendant plusieurs mois pour des problèmes de batterie. En achetant la 350, nous espérons continuer nos opérations sécuritaires tout en cherchant à devenir le numéro 1 en termes de satisfaction clientèle. La 350 d'Airbus doit entrer en service l'année prochaine et il a déjà de nombreux clients dans le monde entier. Singapore Airlines, Qatar Airways ou encore Lufthansa, auquel pourrait s'ajouter All Nippon Airways, la concurrente de Japan Airlines, pourrait bien elle aussi commander une vingtaine d'appareils pour renouveler sa flotte à partir de 2020. Et au niveau mondial, Airbus a pris de l'avance pour 2013. En 9 mois, l'avionneur européen a déjà vendu plus d'appareils que pour l'année 2012. Une performance qui pourrait bien lui permettre de reprendre à Boeing la place de numéro 1 mondial. Vous réconcilier avec l'économie. C'est notre objectif ici dans Économie le Mag. C'est aussi celui de ce qu'on appelle la punk économie, un concept passif farfelu puisqu'il s'agit de simplifier, vulgariser même les grands concepts économiques. Alors oubliez les graphiques, les analyses interminables, les clés de la finance mondiale vous appartiennent à vous aussi. C'est ce que vous promet en tout cas cet Irlandais très ambitieux. Mode d'emploi avec Anthony Lesme. Quelqu'un d'intelligent, je ne me rappelle pas exactement qui, peut-être Einstein ou Roy Keane, a dit que la définition de la stupidité, c'est de faire la même chose encore et encore et espérer des résultats différents. C'est exactement ce que l'Europe fait. Plus on mène une politique d'austérité, moins on a de croissance. L'Irlandais David McWilliams a été journaliste, écrivain, analyste dans les banques d'investissement. Aujourd'hui, il cherche à populariser l'économie en la rendant compréhensible. Il se définit lui-même comme un économiste punk, préférant les phrases coup de poing aux longues analyses. Si on consommait tous comme les États-Unis, on aurait besoin de 5 mondes pour satisfaire nos besoins. Donc soit on réduit notre consommation, soit il y aura des conflits à l'avenir. 2008, les marchés mondiaux s'écroulent. Des millions de personnes s'aperçoivent que le système économique bénéficie à quelques-uns au détriment de la majorité. Des mouvements de protestation voient alors le jour. Du mouvement des indignés en Espagne à celui d'Occupy Wall Street, des mouvements de masse ont commencé à s'interroger sur leur environnement économique et le sort qui leur est réservé. Certains économistes ont alors cherché à rendre leur discipline plus accessible, afin d'informer l'afflux massif de personnes en quête de réponses.
Des documentaires comme Inside Job ou des vidéos YouTube animées telles que la crise du capitalisme ont commencé à fleurir. McWilliams a fait partie de cette nouvelle vague. Ces vidéos sont punchy, rapides et informatives. Objectif, chasser l'ennui. Les idées ou notions compliquées sont toujours animées, rythmées par l'image. Elles font sensation sur le web puisqu'elles ont recueilli des centaines de milliers de vues sur YouTube. Ce que je veux partager avec vous, c'est que l'économie est vraiment sur la vie des gens de tous les jours. La chose intéressante à propos de l'économie, c'est de montrer à quel point toutes les crises, ces booms et ces faillites bancaires sont en fait similaires. Dans ses vidéos, il interviewe des célébrités comme Woody Harrelson, Bono et des politiques tels que Hillary Clinton. Il aime aussi donner la parole à la réalisatrice altermondialiste Naomi Klein et des économistes comme le prix Nobel 2008, Paul Krugman. Avec tout cet argent qui déborde dans le monde, le prix des biens financiers est à la hausse, car autant d'argent doit trouver une nouvelle maison. Par exemple, pourquoi tout le monde sur les marchés s'accorde à quelque chose qui est imprimé au quotidien comme de l'argent quand ils peuvent acheter quelque chose qui va s'épuiser comme le pétrole? La règle de base de l'offre et de la demande pousse donc les prix du pétrole à s'envoler. Le côté punk de McWilliams n'est peut-être pas visible au premier abord, mais dans l'esprit, il cherche toujours à se réinventer et à repousser les limites. Et parle sans complexe. Je pense que nous souffrons d'un manque de compétences d'une majorité d'économistes en ce qui concerne la communication. Les économistes se cachent derrière des calculs mathématiques ratés et des mathématiciens ratés se cachent derrière l'économie. McWilliams a identifié une déconnexion entre les politiques économiques qui sont basées sur une idée de croissance infinie et le fait, incontournable, que la Terre est finie, limitée. Regardez, c'est très simple. Vous allez avoir bientôt 7 milliards de personnes dans le monde à qui nous vendons le mythe selon lequel ils peuvent être 7 milliards de consommateurs. S'ils devenaient en effet 7 milliards de consommateurs, alors vous aurez à faire face aux appétits insatiables de 7 milliards de consommateurs qui vivent dans un monde aux ressources limitées. Mais au final, l'économiste punk voit beaucoup de potentiel pour l'humanité et il reste prudemment optimiste. Parier sa maison sur la fin du monde est une sorte d'approche messianique, non? Et je voudrais vraiment pas être dans ce camp. Voilà, alors on va rester dans le domaine de l'économie pour tous dans ce Media Watch pour lequel on accueille Johanna Citruc. Bonjour. Bonjour Johanna. Alors vous nous parlez aujourd'hui d'une autre initiative originale qui consiste elle aussi à simplifier l'économie. Oui, alors ce qui est important n'est pas compliqué et ce qui est compliqué n'est pas assez important. C'est la devise de David McWilliams, donc on vient de voir dans le reportage, et qui dissèque la crise économique grâce à des vidéos punchy, assez dynamiques. Et cet Irlandais, donc, comme vous l'avez dit, n'est pas le seul à vouloir rendre l'économie plus accessible. D'autres ont essayé et continuent de le faire. À Times Square, donc à New York notamment, on peut voir depuis quelques jours une nouvelle installation, un panneau d'affichage avec marqué « Capitalism works for me », c'est-à-dire le capitalisme marche pour moi, et en dessous, deux boutons, un bouton avec marqué vrai et l'autre avec marqué faux. Cette installation est signée Steve Lambert, un artiste américain qui a beaucoup travaillé notamment contre la publicité et les médias aux États-Unis. Il était d'ailleurs impliqué dans un canular en 2008, une fausse édition spéciale du New York Times qui annonçait la fin de la guerre en Irak, donc on cerne un petit peu le personnage. Et quel est l'intérêt de ce panneau exactement? Alors pour Steve Lambert, donc parler capitalisme sans que ce soit laborieux ni fastidieux, c'est quasi impossible. Pour obliger les gens à réfléchir et à aborder cette notion, ils doivent se sentir concernés. Et il ne s'agit pas de savoir si le capitalisme fonctionne pour tel et tel pays ou pour tel et tel gouvernement, mais bien pour soi-même. Alors l'objectif donc de son installation est d'interpeller les passants et de les faire ralentir et réfléchir. C'est en quelque sorte un sondage grandeur nature. Pour l'instant, donc les personnes qui ont répondu faux sont plus nombreuses que les personnes qui ont répondu vrai, mais le panneau doit rester à Times Square jusqu'au 9 octobre, donc tout peut encore changer. Alors autre chose, Johanna, pour comprendre l'économie, on peut aussi se servir des cas concrets de la réalité. Oui, donc la réalité fait référence à des situations connues, c'est donc plus simple de comprendre. Partant donc de ce principe, le Daily Herald s'intéresse à deux documentaires. Le premier, celui de Jim Bruce, Money for Nothing, de l'argent pour rien, qui montre les dangers des politiques de l'argent facile de la Fed, de la Réserve fédérale américaine. Et le deuxième, celui de Jacob Kornbluth,
Inequality for All, des inégalités pour tous, qui montre comment les inégalités se sont creusées. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Les classes moyennes disparaissent peu à peu. Et ce qui rend ces deux documentaires donc particulièrement intéressants, c'est qu'ils ne sont pas réalisés par des économistes. Ces deux auteurs n'ont aucune formation d'économie de base. Ils se servent le téléspectateur à comprendre avec eux. Et puisqu'ils se servent de faits concrets et de personnages aussi qui sont réels pour expliquer leur point de vue, leurs histoires. Et c'est plutôt efficace puisque la réalité, ça parle en général à tout le monde. Merci beaucoup Johanna pour toutes ces explications et à demain. À demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, un nouveau journal d'information. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et nous parlerons notamment des 100 ans du Fordisme. Restez avec nous.